Oh là là là. Alors vous voyez, typiquement Matrix, c'est aussi le genre de film que j'aurais dû aller voir 2 fois. Clairement. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique, la dernière de l'année 2021 consacrée à Cyberpunk 2060... Quoi? C'est pas ça? C'est John Wick alors? Non, non plus? Consacré à la chevelure de Keanu Reeves dans Matrix Resurrections, le grand retour de la saga Matrix par Lana Wachowski. Un film que beaucoup de gens attendaient paradoxalement avec impatience, mais aussi avec beaucoup de doutes. Était-il utile? C'est un petit peu à l'instar de SOS Ghostbusters qui était sorti récemment, ou bien d'autres longs métrages, le retour d'une saga culte des années et des années après son dernier opus. Mais avant de parler d'un très paradoxal Matrix, puisque je ne vous cache pas que, effectivement, je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour véritablement le comprendre, et n'étant pas l'un des plus grands connaisseurs de la saga Matrix, j'essaierai de vous apporter une critique assez nuancée sur un fond que j'ai trouvé particulièrement intéressante, mais une forme qui pour moi n'est peut-être tout simplement pas à la hauteur du fond que Lana Wachowski essaie de démontrer. Mais effectivement, avant tout ça, j'ai 2 petites choses à vous dire. La première, j'aimerais mettre en avant le court-métrage d'un ami, Yvan Cuprier, le Cup comme on l'appelle dans le milieu, monsieur Ivan Jordan, que vous connaissez sans le connaître puisqu'il avait travaillé avec moi sur le documentaire Quand je serai grand, je serai Chris Pratt, c'était 7 et Feb, qui est maintenant dans la cour des grands, dans la réalisation de courts-métrages, qui a été dans de nombreux festivals dans le Nord. Ça s'appelle Le cœur des hommes se mange cru. C'est un petit bijou de subversion, un chef-d'œuvre subversif que je vous mets évidemment dans la description si vous voulez aller le voir et le soutenir. Et blague à part, c'est vrai que c'est un court-métrage extrêmement atypique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aujourd'hui. Esthétiquement et dans sa réalisation particulièrement soignée, ça fait plaisir aussi d'aider les copains. Il y a eu Zidane, il y a eu Jordan, maintenant il y a Ivan, c'est à vous de juger. Et deuxième chose, ça j'en avais parlé précédemment, le documentaire sur John Berntal, le deuxième cette fois, aura effectivement sa représentation au cinéma. Ce sera le 22 janvier au Club de l'Étoile à partir de 19h30, ouverture des portes. Je vous mets en commentaire épinglé évidemment le lien pour avoir accès à la billetterie. Ce serait un immense plaisir de vous retrouver. Il y aura une rencontre abonnée de plus d'1h30 par la suite. Moi j'y serai. Je suis sûr que toi t'es pas loin d'y être non plus. Vous pensez que je suis cinglé? On n'utilise pas ce terme ici. Revenons maintenant au cœur du sujet, Matrix Resurrection, un film très paradoxal, très particulier, où je vais être obligé de spoiler, disons pas l'entièreté du long métrage, mais au moins la base. C'est-à-dire que pour pouvoir en parler normalement, je pense que Matrix, faire une critique sans spoiler, c'est excessivement compliqué sur la cellule souche qu'est le long métrage et sur l'initiation au film, amenant à ses enjeux, donc je préfère vous prévenir tout de suite, il y aura quelques spoilers, pas de manière excessive pour vous empêcher d'aimer le long métrage, mais en tout cas pour pouvoir me permettre d'en parler. Car oui, Neo est piégé dans une matrice, c'est plus de 60 ans après les événements du 3e opus, et il faut savoir que Neo pense vivre une vie de concepteur de jeux vidéo où lui-même aurait conçu par rapport à ses différentes mémoires des précédents films, un jeu qui s'appellerait Matrix, qui reprendrait la trilogie Matrix, cette fois dans l'univers du jeu vidéo. Il aurait été primé notamment pour ce jeu-là. C'est quelqu'un qui est en dépression, qui est pas bien, qui se pose évidemment beaucoup de questions sur son existence. Est-elle réelle? Est-elle fictive? Et par la suite, un groupe de personnes vivant dans le monde réel, notamment mené aussi par le spectre de Morpheus et puis d'autres personnages, vont tenter de l'extirper de cette matrice, lui et Trinity, puisque les deux sont dans la même matrice. Et à partir de ce moment-là, c'est presque la seule chose finalement que je vais spoil, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point le film est méta dans sa mise en abîme. Avec Matrix, je pense que Lana Wachowski dresse une immense critique, mais pas uniquement de l'univers du cinéma, même si évidemment c'est un des fers de lance du propos. Je pense qu'elle se fait une autocritique aussi d'elle-même, elle fait une critique de la société, une critique sur l'être humain, une critique sur le libre arbitre qui était évidemment le cas dans ses premiers opus, et aussi une critique du temps et une critique de sa propre finalement maintenant quadrilogie, dans le sens où là où c'est vrai que les premiers Matrix étaient une véritable révolution visuelle, même si bon, en termes de scénario, de synopsis, d'enjeu et vraiment de narration, les sœurs Wachowski avaient été capables de faire quelque chose de quand même assez brainstorming. C'est vrai que c'est un film qui pour moi, dans sa narration, en tout cas dans les idées qu'il propose, cette espèce d'enjeu constant autour du libre arbitre, qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est la fiction, était quand même très fort, surtout mêlé, et c'est ce que beaucoup retiennent, à une petite révolution filmique. Et justement, vous verrez qu'ici, c'est aussi un long métrage qui va totalement déjouer ces codes-là en prenant une histoire d'amour. Si vous allez voir Matrix Resurrection, je pense qu'au-delà de toutes ces questions et au-delà de cette autocritique, il y a aussi l'idée de prendre à contre-pied le spectateur sur des tas de thématiques différentes. Vous voulez un film Matrix, filmé à la pellicule comme un Matrix, avec le même filtre Matrix, avec les mêmes scènes de combat, voilà tout ce qui avait fait le charme
charme de Matrix, je vais vous prendre à contre-pied, je vais en mettre quelques-unes, les mêmes en moins bien, il faut quand même le reconnaître. Mais moi, je vais vous parler d'une histoire d'amour. Je vais mettre en avant le libre arbitre. Je vais donner l'opportunité à mes personnages d'avoir vraiment leurs choix finaux. Le tout au sein d'une histoire d'amour. C'est vraiment l'essence même pour moi, l'arc même du long métrage. Ce qui était déjà le cas, bien évidemment, c'était même un fer de lance dans la première trilogie, juste d'autant plus accentué ici. Et c'est vraiment sur le fond, moi, que j'ai trouvé le film particulièrement intéressant, puisque oui, cette critique-là, on l'avait déjà vu dans de nombreux longs métrages auparavant. C'est vrai qu'il y a déjà des films, notamment récemment, qui avaient questionné, par exemple, la place du blockbuster. Est-ce que c'est aujourd'hui utile de faire des suites dans un monde de reboot et de remake absolu? Je pense notamment à Jurassic World de Colin Trevorrow. C'était l'une de ces grandes... Moi, je suis quelqu'un qui trouve que le Jurassic World de Colin Trevorrow est bon, Fallen Kingdom aussi, pour de nombreuses qualités. C'était l'une d'elles, en tout cas, c'était cette critique du blockbuster, où on avait finalement le symbole de l'ancien, T-Rex, Velociraptor, qui combattait le nouveau, l'hybride, l'Indominus, comme s'il y avait deux formes d'Hollywood différentes. Là, c'est vrai qu'on va littéralement piquer Hollywood, on va même piquer la Warner, il y a une référence à la Warner, et c'est là que je trouve que la mise en abîme est intéressante. Il faut savoir que dans cette œuvre, la vie de Neo dans la Matrice consiste autour d'un but, c'est faire un Matrix 4, puisqu'il est le concepteur d'un jeu Matrix qui est inspiré de ce qu'il a vécu. Lui, évidemment, ne le sait pas puisqu'il est dans la Matrice. On va lui proposer de créer un 4e jeu Matrix, chose que lui ne veut pas, et c'est là qu'une des grandes critiques finalement de l'œuvre va être faite, qui est plutôt intelligente. C'est le questionnement autour des suites que l'on n'a pas envie de faire, mais qu'on va être forcé de faire parce qu'effectivement c'est dit dans l'œuvre, sinon la Warner va nous mettre des bâtons dans les roues, c'est eux qui nous forcent à le faire, on n'est pas d'accord avec ça, mais on va faire une suite à ton jeu vidéo. C'est un peu la critique du cinéma aujourd'hui, du reboot, du remake, de la suite à outrance, où finalement il y a presque plus de créativité. Lana Wachowski va beaucoup remettre aussi dans ce long métrage en question la place de la création dans l'univers du cinéma, où on est un petit peu bridé par les productions, où on fait ça un petit peu sous la contrainte, et où finalement on crée des suites, et cette suite-là se veut presque finalement une anti-suite. C'est presque l'antithèse de ce qu'elle essaie pourtant de combattre, c'est-à-dire c'est une suite qui arrive des décennies après le dernier, mais qui veut critiquer pourtant ce qu'elle est au fondement même de son œuvre. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, et c'est ça qui est très méta dans sa mise en abîme, c'est qu'on va vraiment se poser des questions autour de ces suites, autour de ce cinéma finalement qui crée toujours les mêmes histoires mais avec de nouveaux visages. Ça, c'est une des phrases qui m'a beaucoup plu dans la première partie du film. On crée effectivement de nouvelles narrations, de nouvelles histoires, mais finalement c'est toujours plus ou moins la même chose. Ce qui est encore plus ironique quand on sait que cette phrase est prononcée par l'agent Smith, qui a un autre visage que celui du Go-Waving auparavant. Et Lana Wachowski, ce qu'elle démontre, c'est exactement ça. Au-delà évidemment de son histoire d'amour, parce qu'on sent qu'elle met évidemment beaucoup d'importance à mettre les personnages au cœur de l'histoire. Là, on a le regard d'une réalisatrice sur la créativité, non seulement qu'elle a apportée au cinéma avec ses anciens opus, puisqu'il y aura énormément de séquences du premier qui seront au sein du Matrix Resurrection, que ce soit par rapport à des bribes de mémoire de Neo, ou même parfois des scènes méta, où Neo va se rendre compte finalement que sa vie n'est pas réelle, et pour ce faire, les personnes du monde réel vont lui montrer des images de ce qu'il a réellement vécu, qui sont uniquement des images tirées de son jeu vidéo, mais qui sont des scènes du premier film. Bon, c'est un petit peu dur à suivre, mais j'espère quand même que vous arrivez à rassembler le puzzle. Si vous avez vu le film, forcément c'est beaucoup plus simple. On va aussi se poser des questions sur qu'est-ce que Matrix finalement, et ça c'est par le prisme de certains concepteurs de jeux vidéo qui essaient de se souvenir de ce que c'était. Est-ce que c'était un film où il fallait se prendre la tête? Est-ce que c'était vraiment un film mind game à outrance? Est-ce que c'était un film d'action? Est-ce que c'était un film révolutionnaire dans sa mise en scène, etc. Eux se posent la question sur le jeu vidéo dans la mise en abîme du film, mais c'est aussi Lana Wachowski qui peut peut-être questionner par ce Matrix 4 ce qu'était finalement sa trilogie Matrix auparavant. Enfin, ce qu'était la trilogie des sœurs Wachowski, hein, n'oublions pas qu'elles étaient deux. Et évidemment, le plus important, c'est aussi, au-delà par exemple de la critique du jeu vidéo, la place de l'imaginaire. Quand l'imaginaire devient un problème, c'est peut-être là qu'effectivement il y a un souci. Ça a toujours été les thématiques abordées dans Matrix. Quelle est l'infime différence entre la réalité et la fiction? Surtout que là, on le fait aussi dans l'univers du gaming. Les images du jeu sont des images des anciens films, comme si Thomas Anderson avait créé le jeu fictif le plus réel possible. En somme, c'est plutôt bien vu. On va aussi porter des questions autour de l'importance de l'émotion. L'émotion qui pourrait être ce qui différencie finalement la fiction du réel. Sur une critique de la société hyper cinglante, surtout aujourd'hui, sur le fait que les hommes soient des boutons qui ont soif d'être contrôlés, pas de contrôle mais d'être contrôlés. Des gens qui sont finalement dépendants au système, ça c'est aussi important, et qui ont besoin finalement de cette fiction pour ne pas être ancrés dans la réalité, peut-être parce que la réalité est une crainte. Et ça, c'est des thématiques vraiment que j'ai trouvé ultra pertinentes dans Matrix 4, notamment quand tu vois que finalement
honnêtement, le film s'adjuge comme une mise en abîme qui va totalement déconstruire, ou en tout cas qui va totalement désenchanter le spectateur, notamment lors de sa première partie. Le numérique, c'est vrai, va être beaucoup plus appuyé, on aura beaucoup moins de scènes d'action, on aura beaucoup moins l'essence de ce que veut être Matrix. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du propos, au-delà effectivement de cette histoire d'amour qui était déjà un enjeu majeur des 3 premiers, c'est vrai que le propos est clairement adapté sur du Matrix. Vous pensez que je suis cinglé? On n'utilise pas ce terme ici. Le fond est donc intéressant. La forme, en revanche, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que l'œuvre de Lana Wachowski est à la hauteur de tout ce qu'elle essaie de démontrer, de toute cette critique-là? Je suis pas sûr. Parce que s'il y a quelques scènes effectivement marquantes, je pense notamment à un monologue de Neil Patrick Harris exceptionnel en bullet time, qui alors là, clairement, en termes de mise en scène, est somptueux, et aussi une séquence au début du long métrage qui reprend la musique d'un des trailers de Matrix, qui fait presque Sam Esmail, Mr. Robot, où il est en train de s'envoyer des pilules et où on voit finalement qu'il est en train de vivre une espèce de cauchemar. C'était à peu près la même chose que vivait notamment cette espèce de rêve éveillé qui tourne au cauchemar Elliot dans Mr. Robot, dans l'une des séquences phares, je crois, de la saison 2. Alors on voit quand même que de temps en temps elle se fait plaisir, notamment lors d'une grande course-poursuite en moto qui pourrait presque rappeler des œuvres horrifiques, mais même en dehors de ça, je trouve que ça reste plutôt mince. C'est vrai qu'hormis ces séquences-là, j'ai l'impression qu'elle fait plus ou moins la même chose en termes de réalisation, en moins bien. La photographie sera irréprochable et sublime, c'est vrai qu'on a quelques plans cultes en termes de photos et de visuels. Par contre, c'est vrai qu'en réalisation, c'est tout identique quand elle le fait par rapport à ce qu'elle faisait au préalable, en moins bien. Et le problème, c'est que le côté novateur qu'elle souhaite mettre, on le voit que trop peu, ou en tout cas qu'au début du film. Que ce soit la chorégraphie du combat, qui est globalement loin d'être inoubliable, voire même plus qu'oubliable dans l'œuvre, que ce soit une réalisation somme toute assez classique, voire même très classique, à tel point qu'on peut se poser la question, est-ce que finalement c'est ce que tu veux faire? Est-ce que ton film est tellement méta que tu le fais peut-être volontairement moins bien pour mettre en avant l'ancien? Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser dans Matrix, mais globalement, je trouve que sur la forme, et notamment vis-à-vis de la saga, là j'en dirais moins pour éviter les spoils, on apprend que finalement peu de choses sur ce qui s'est passé après les événements de Matrix 3. On retrouve quelques personnages emblématiques, certains sont d'ailleurs complètement désacralisés, je pense notamment à Morpheus, ou en tout cas la version de Morpheus qu'ils essaient de nous donner dans l'œuvre, l'agent Smith ou le mérovingien, où là clairement c'est un faire-valoir d'insultes en fait. C'est-à-dire qu'on dirait que Wachowski elle a retenu que le fait que les gens s'étaient marrés sur les insultes quand Lambert Wilson était dans son film, et du coup il l'a fait venir pour dire des insultes, putain d'enculé de nique ta mère. C'est merveilleux, c'est élégant, c'est phénoménal, mais ça ne sert à rien, c'est une catastrophe le mérovingien. Alors qu'à contrario, l'utilisation par exemple de l'agent Smith peut diviser, mais au moins l'acteur Jonathan Groff y est vraiment excellent, surtout vu le poids que pouvait donner le rôle. Et c'est particulièrement dommage parce que je trouve que Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont exceptionnels. Keanu Reeves, un véritable sens de l'émotion, il y a vraiment une nostalgie, une dramaturgie, il y a quelque chose de profondément amoureux tragique qui va se dégager de son personnage, tout comme Carrie-Anne Moss, qui aura une fin d'ailleurs, qui pourra peut-être diviser également, mais qui est peut-être très importante pour la suite, ou en tout cas qui est très importante narrativement dans l'ensemble de la saga. Oui, c'est vrai qu'en termes d'amour, au niveau du traitement de ces deux protagonistes, donc de Neo et de Trinity, le film fait le taf, cette notion de libre arbitre qui est aussi hyper intéressante. Par contre, c'est vrai que dans l'entité même, sur la forme du long métrage, tout comme ce qui l'enrichit à la saga, je trouve que c'est assez faiblard. On a des bribes d'idées, guerre entre machines, nouvel élu, nouvelle cité, enfants ou petits-enfants de personnages cultes, mais c'est trop peu mis en avant, je trouve, à mon sens, pour vraiment marquer. Ou finalement, sur ce qu'il est capable de transmettre, il faut sauver Neo d'une matrice, il faut sauver Trinity, etc. Je pense que la trilogie originale se suffisait à elle-même. Et c'est là en fait que le film est intéressant, c'est que Lana Wachowski, elle critique un peu tout ça, que ce soit la société, que ce soit Hollywood, que ce soit les blockbusters, la Warner, les suites à outrance, le regard de la créativité dans le cinéma aujourd'hui. Oui, c'est quelque chose qu'elle va critiquer, mais est-ce que ce film-là est suffisamment fort pour pouvoir critiquer ces choses? Je pense que sur le fond, oui, effectivement, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Maintenant, je trouve que sur la forme, c'est quand même très léger, on peut même se poser la question si c'est fait exprès, si elle a volontairement laissé de côté la réalisation, la mise en scène, etc. au profit de son histoire, quitte à faire moins bien pour qu'on le voit, qu'on le remarque, mais je trouve que narrativement, vraiment dans la forme et de ce que nous raconte l'histoire, en dehors de toute la profondeur de sa mise en abîme, est-ce que le film était utile? Je ne pense pas forcément. Je pense que les 3 premiers se suffisaient largement à eux-mêmes, et celui-là fait presque office finalement de bonus critique. Est-il inutilement utile ou utilement inutile? Là c'est la question peut-être que vous parlerez dans les commentaires, je vous la laisse. Parlez bonne année, putain. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...